Euh, et il faut vraiment travailler au départ son taux de transformation. Et pour améliorer son taux de transformation, il faut améliorer son site. Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon, disait à un moment, j'ai dépensé, j'ai plus 500 millions dans le marketing et 500 millions dans la technologie. Dans le marketing, je regrette quand même certains de mes investissements. Dans le marketing, j'en regrette aucun. Et finalement, les investissements dans la technologie, c'est les investissements que vous allez garder pendant un certain temps. C'est-à-dire que tous les points d'amélioration que vous faites, bah, c'est des points qui restent. Les investissements marketing, c'est des investissements qui sont faits et qui peuvent aboutir à rien. Nous, au début de leguide.com, à un moment, on venait de sortir la première version du site. On voulait faire une grosse campagne télévision de 6 millions de francs. Heureusement, c'était l'éclatement de la bulle Internet. On n'était pas assez bon et c'était l'été. On a attendu la rentrée et on ne l'a pas faite. Mais on voulait investir un paquet sur un site qui était encore plein de bugs, qui ne marchait pas, qui était lent. On l'aurait fait, on serait mort. Finalement, on a investi sur la technologie, on a amélioré le moteur, on a amélioré le fonctionnement du site, on a fait peu d'investissement marketing et on est arrivé numéro 1 sur le marché. Si vous faites venir des gens sur votre boutique et qui sont déçus, c'est vraiment dommage. Donc, il faut d'abord valider le fait que votre site il fonctionne bien, qu'il a un bon taux de transfo, et ensuite, vous pouvez faire du marketing. Après, pour beaucoup de sociétés qui sont à la fois dans des boutiques physiques qui ont une activité traditionnelle et une activité de vente en ligne, elles oublient de faire des ponts sur les deux. Moi, j'avais discuté avec 3 Suisses, par exemple. La personne qui s'occupait de la boutique en ligne chez 3 Suisses a eu beaucoup de mal à faire écrire 3suisses.fr sur le catalogue, parce que le gars du catalogue, il ne voulait pas qu'on aille sur le site internet, parce qu'il pensait que ça allait lui enlever des clients sur le catalogue. Et donc, il n'avait pas envie de faire la pub pour le service en ligne. Pour la chaîne de 2 magasins, qui avait 25 magasins, ils ont ouvert une boutique en ligne. Au début, tous les magasins étaient extrêmement sceptiques et presque contre le fait qu'il y ait une boutique en ligne. Finalement, quand la boutique en ligne faisait de la pub, ça augmentait le nombre de visites dans les magasins. Donc, il ne faut pas hésiter à mixer son activité traditionnelle avec son activité de boutique. Il y avait le responsable de Monoprix disait que maintenant, chez Monoprix, ils mettent, quand la boutique est fermée, il y a un petit panneau, retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur Monoprix. Bon, c'est un truc tout bête, mais de dire dans son magasin qu'il est ouvert sur Internet en ce moment. Il faut vraiment faut récolter des adresses mail. N'hésitez pas, les clients qui sont en boutique, leur proposer un bon d'achat pour la vente en ligne, s'ils s'inscrivent, etc., etc. Il y a vraiment du mix marketing. Et dans toutes les... quand on voit que le commerce traditionnel stagne, que le commerce en ligne progresse genre 25%, mais que le commerce en ligne fait par des gens qui ont des boutiques physiques, c'est ce qui progresse le plus. On est plutôt à 35% de progression sur ce monde-là, si c'est fait intelligemment. Moi, je voulais savoir les conseils que vous donnez pour quelqu'un qui part de zéro, les conseils pour ce qui concerne l'hébergement. C'est-à-dire... Excusez-moi, donc sur PrestaShop, on a une offre qui s'appelle PrestaBox. Vous pouvez ouvrir votre boutique en ligne, ça ne vous coûte absolument rien et ça vous coûtera 1% de votre chiffre d'affaires que vous faites derrière. Et donc, si vous démarrez, je veux dire, toutes les premières années, tout le temps de se mettre en place, ça revient pas cher pour des gens qui démarrent. Est-ce que il y a en fait un stock minimum, par exemple? Est-ce que, par exemple, en exposant juste 5 produits, on n'est pas ridicule, quoi, parce que... Ça dépend des produits. Si c'est des produits qui sont bien, non. Voilà, si vous vendez des toiles à 500 000 €, ça peut être sympa. Mais après, pour la question de l'hébergement, après, tout dépend de la solution. Puisque bon, là, on a fait un peu la partie Robin des Bois où on prend pour donner. Mais après, tous les autres, il y a aussi... tout dépend de la solution. Si vous partez sur des solutions, je dirais, en ASP, vous allez avoir le site plus l'hébergement embarqué. Si vous choisissez une autre solution, suivant la taille de votre catalogue, suivant votre projet, l'hébergement va être différent, en fait, le prix de l'hébergement. Et suivant la technologie, donc c'est important à savoir. Un exemple, nous on a un client qui est passé 250 références, il travaille dans l'accastillage, et il vient me voir, il me dit j'ai un fournisseur, il m'ouvre son catalogue, et il arrive le lendemain avec 7000 références.
La plus petite référence à 2 centimes jusqu'à des références à 9 000 euros. On lui a gentiment demandé de faire un tri sur tous les produits où il n'y avait pas de marge déjà. Parce que c'est quand même important de ne pas essayer de vendre pour vendre et au final ne pas dégager de marge. Donc c'est aussi important de bien penser son catalogue. Et derrière, de toute façon, le site va monter crescendo. Et si vous avez un bon hébergeur, il va vous suivre. Celui qui va vous dire c'est parce que tu es sur Magento ou parce que tu es sur PrestaShop ou parce que tu es sur Telia et compagnie, vous allez payer tant. Non. Et au début, il n'y a pas de trafic, il y a un petit catalogue, alors on modère le budget. Si vous n'avez pas ce discours-là avec votre prestataire, vous partez en courant. C'est tout. Merci. Ah ouais, moi je vous laisse faire ça. Encore moi. On a parlé de vente en ligne d'e-commerce sur des sites dédiés, propriétaires. L'intégration avec tous les sites connus, eBay, etc. C'est du e-commerce aussi. Ou alors vous avez des sociétés qui sont spécialisées en fait, qui reprennent tout votre catalogue et qui aident des fabricants à vendre en ligne par le biais de places de marché. Donc il y a NetEven qui fait ça par exemple et qui est capable de prendre un catalogue et de dire je vais le mettre sur eBay, je vais le mettre sur la place de marché de Price Minister, je vais le mettre sur la place de marché de Pixmania, je vais le mettre sur les différentes places de marché. Donc vous avez des solutions comme ça qui fonctionnent et il y a des sociétés qui font ça. Ça s'interface sur les différentes solutions open source de commerce électronique. Vous avez ensuite des sociétés qui ont des flux et qui savent pousser les produits sur les places de marché, mais qui ne gèrent pas la commande et toute la partie transactionnelle. Donc là, il y a plusieurs sociétés qui font ces éléments-là aussi. J'en ai contacté plusieurs, mais à 2,5% du chiffre, pour une prestation intermédiaire, c'est un peu lourd. Oui, mais c'est des sociétés qui sont juste rentables et elles mutualisent ça pour pas mal de gens et c'est beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, les places de marché n'ont pas standardisé leur interface. Elles ont choisi chacune d'être dans leur mécanisme. Et du coup, ça veut dire qu'il faut s'interfacer pour eux à chaque fois. Et c'est du boulot et c'est du suivi technologique. Je rebondis juste là-dessus, effectivement, sur la question de la cherté de certains intermédiaires. On parle de la cherté parfois de PayPal, qui est un intermédiaire de paiement. On parle de la cherté d'intermédiaires, justement, qui vont être des plateformes d'affiliation qui vont prélever une marge. On parle de la cherté parfois du modèle, peut-être, de PrestaShop qui propose une boutique, on va dire, entre guillemets, gratuite, mais qui prend une marge sur le chiffre d'affaires. Je crois que le plus important dans ce genre de cas, ces solutions existent et elles marchent pour certaines personnes, pour certains business, pour certains secteurs de marché. Donc vraiment, sur ces questions-là, le plus important, c'est de se dire, 1, est-ce que j'en ai besoin ? 2, est-ce que ça ne va pas artificiellement augmenter mon chiffre d'affaires mais dégrader ma marge ? Et 3, est-ce que c'est pertinent pour mon secteur de marché ? Si je vends justement un tableau à 500 000 euros et que je m'affilie avec eBay et que je transfère mon œuvre à 500 000 euros sur eBay, ça n'a peut-être sans doute aucun intérêt pour moi. Parce que justement, eBay va drainer du public qui est sans doute peut-être beaucoup moins qualifié que si je le vendais sur mon propre site. Donc je pense que là, il y a vraiment toujours à chaque fois se poser une question d'étude d'opportunité. Je vais augmenter mon CA, certes, mais à quel détriment ? Donc on va passer à la question rituelle. C'est en quoi les solutions libres et open source, quels sont les avantages par rapport aux propriétaires ? Et éventuellement aussi même se poser la question sur des solutions dédiées, enfin spécifiques, quoi, sur des... Et moi je rappellerai un peu les standards, c'est-à-dire le respect des standards, l'ouverture, la publication des sources, l'interopérabilité, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet ? Je parle beaucoup. J'ai fait 10 ans d'informatique et ça, je peux vous donner une réponse. J'ai eu beaucoup de mes clients qui se sont retrouvés piégés dans des solutions propriétaires, mais piégés, pieds et poings liés, où on leur disait, si vous ne payez pas, votre activité s'arrête à la fin du mois. Alors, moi, je représente une catégorie particulière de personnes, puisque jusqu'à il y a 5 semaines, notre solution était propriétaire et qu'on vend toujours, pour d'autres raisons et d'autres besoins, des solutions propriétaires. Moi, ce qui me semble important, il y a solutions propriétaires et solutions propriétaires. Il y a des gens qui font du mauvais travail.
qui n'ont pas des bonnes solutions. Et effectivement, en plus, elles ont souvent le défaut d'être propriétaires parce que quand on fait des choses pas très jolies, on a vraiment souvent une tendance naturelle à